Bonjour à tous, donc c'est Dominique Pont. On va vous présenter avec Olivier Klatz tout le projet Ségur du numérique en santé. Euh, donc bon, moi je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis responsable ministériel du numérique en santé. Et donc dans le cadre du volet numérique du Ségur, je travaille avec Laura Letourneau et Olivier Klatz, qui est directeur en fait de ce projet au sein de la délégation ministérielle du numérique en santé qui va piloter tout ce projet Ségur numérique et on va vous faire une présentation à deux voix. Alors en fait, le principe général pour ceux qui ne sont pas encore trop familiarisés, il ne doit plus y en avoir beaucoup, je pense, parmi les gens connectés. En fait, le Ségur du numérique, vous allez le voir, va être une accélération de la feuille de route de Ma Santé 2022 dans son volet numérique. Donc, il n'y a pas de remise en question. Au contraire, il y a une accélération en fait de la feuille de route du numérique en santé qui avait été lancée le 25 avril 2019 et dont je rappelle que c'était une feuille de route qui programmait 30 actions autour de 5 grandes orientations étalée jusqu'à 2022, entre 2019 et 2022 sur 3 ans. Une première orientation sur tout ce qui était gouvernance, une deuxième orientation sur tout ce qui était sécurité et interopérabilité du numérique en santé en France, une troisième orientation autour du déploiement de services socles numériques nationaux portés par l'État, une quatrième orientation autour du développement de plateformes numériques de santé elles-mêmes portées par l'État et ouvertes à l'écosystème, et une cinquième orientation autour du soutien à l'innovation, à l'engagement des acteurs, tout ce qui est dispositif d'accompagnement de manière générale. Donc, voilà, notre feuille de route, celle qu'on défend depuis bientôt 2 ans et qui va se confirmer et s'accélérer avec ce volet du numérique en santé, est résumée par cette planche, cette maison, ce qu'on nous on appelle la maison de la feuille de route du numérique en santé, qui représente une certaine vision, une certaine orientation qui consiste en gros, pour faire court, de dire que l'État, les pouvoirs publics vont construire les fondations d'une maison. Voilà ce qu'on voit dans la partie basse avec tous ces acronymes un petit peu techniques, voilà, qui sont en gros comme les fondations profondes d'une maison. Et qui vont permettre à tout l'écosystème, les hôpitaux, les professionnels de santé, les acteurs du sanitaire, du médico-social, les industriels, les startups, les éditeurs, de construire des services numériques à valeur ajoutée, mais dans un cadre régalien et en s'appuyant sur des services socles que leur fournit l'État pour mieux partager les données de santé dans un cadre sécurisé et éthique. Le principe général, c'est une reprise en main par les pouvoirs publics et par l'État, à la fois des principes, des règles, des doctrines techniques, de la réglementation pour partager les données de santé, mais aussi des outils techniques, voilà, ce qu'on appelle les services numériques socles, sur lesquels on va demander à la totalité de l'écosystème de se connecter pour pouvoir mieux partager les données de santé entre professionnels de santé et avec les usagers. Donc, c'est cette maison, on va pas rentrer aujourd'hui dans tous les détails, mais on va vous expliquer ce que le Ségur propose dans la totalité de cette maison d'accélérer. Donc, l'ordre du jour de la réunion d'aujourd'hui, c'est vous faire un point sur le budget du Ségur numérique, qu'est-ce qu'il comprend, de combien il est, le fait qu'il s'inscrit dans la feuille de route et qu'il va accélérer certains services numériques socles dont je viens de vous parler, prioritaires, qu'on veut voir se développer France entière d'ici 18-24 mois, mais aussi des usages prioritaires, en se disant, allez, il faut que tous on se mobilise collectivement pour que tel usage, dans 2 ans, France entière, il se soit déployé. Dans le budget, il y a une partie qui va être consacrée avec une enveloppe dédiée au médico-social qui a été le parent pauvre ces 20 dernières années dans les budgets du numérique en santé, donc avec un budget de 600 millions qui va être consacré aux établissements et services médico-sociaux, et une enveloppe de 1,4 milliard, plutôt cette fois du côté du secteur sanitaire, justement pour déployer des services socles prioritaires avec un vrai focus, une vraie attention au partage sécurisé de données de santé avec des cas d'usage de partage de certaines données de santé.
Donc, on va vous décrire un petit peu ça. Ce qu'on vous propose, c'est avec Olivier Clatz, on va vous faire une présentation et relayer toutes les questions, les échanges tout à fait à la fin de la présentation. C'est pas une présentation trop longue. Donc, alors, au sein du Ségur global, il y a eu au milieu du pilier 2, au cœur du pilier 2 du Ségur, qui touchait évidemment pas que le numérique, un axe autour d'une définition d'une nouvelle politique d'investissement et de financement au service de la qualité des soins, et avec, et c'est historique, 2 milliards d'euros consacrés au numérique en santé, 600 millions dont 600 millions d'euros dédiés au secteur médico-social sur un plan à 5 ans, et 1,4 milliard pour le rattrapage du retard sur le numérique en santé avec un plan sur 3 ans, plutôt dans le secteur sanitaire. Donc 2 milliards, c'est historique, il n'y a jamais eu ça en France dans notre secteur d'activité. Alors, le principe, c'est que le Ségur avait la volonté, donc il y a eu un changement de ministre, Olivier Véran a succédé à Agnès Buzyn, mais Olivier Véran a dit, moi, je ne veux pas remettre en cause la feuille de route portée, initiée par Agnès Buzyn et par la délégation du numérique en santé. Au contraire, avec le Ségur, on va accélérer. Donc, les grands principes resteront inchangés. Les orientations, les 26 actions, maintenant il y en a 30 plus exactement, il y aura des moyens ciblés pour les accélérer dans certains cas d'usage. Donc, c'est la philosophie du Ségur, c'est cette accélération de la feuille de route du numérique en santé. Beaucoup pour les usages actuellement demandés par les professionnels de santé sur le partage des données de santé, sur l'amélioration des parcours patients, et demandés par les usagers qui demandent à être acteurs du jeu. Là, alors bien sûr, ça va être des fonds et des moyens financiers qui vont qui vont redescendre à la fois aux établissements de santé, aux professionnels de santé, mais aussi forcément aux industriels qui les outillent ou aux éditeurs ou aux startups qui les outillent. Mais il y aura autour de l'innovation et des startups spécifiquement une stratégie d'accélération autour du numérique en santé dédiée et surtout avec un gros focus sur l'innovation pour la consolidation de filières industrielles autour du numérique en santé, qui sera probablement annoncé à l'automne dans le cadre de ce qu'on appelle le plan d'investissement d'avenir numéro 4. Donc voilà, le Ségur, c'est beaucoup professionnels de santé et citoyens, des usages concrets accélérés, et le futur PIA 4, donc plan d'investissement à venir, beaucoup filières, innovation, start-up. Et ça sera annoncé prochainement, avec un budget supplémentaire. Ouais, et je rajoute quelques mots parce que souvent on a la question et puis les gens entendent parler de recyclage de budget. Donc là, c'est pas un recyclage. Tous les mécanismes mis en œuvre jusqu'à maintenant, par exemple le programme Open ou sur l'innovation, des concours d'innovation ou différents appels que vous avez pu voir, vont continuer. Et là, on est vraiment sur du nouvel argent. Donc c'est pas du recyclage comme on a parfois l'habitude de faire. C'est véritablement des moyens nouveaux qui viennent renforcer la stratégie, mais c'est pas un détournement. Et pour renforcer, du coup, j'en profite aussi pour me présenter. Certains d'entre vous me connaissent justement sur les aspects innovation, puisque j'étais jusqu'à maintenant aussi le directeur de programme au SGPI sur l'intelligence artificielle et la santé. Et donc là, pour en dire quelques mots, c'est pareil là-dessus, ça va être des nouveaux moyens considérables qui vont être mis en plus de ce qui existe jusqu'à maintenant, financé par le PIA. Donc il y a une vraie volonté de mettre des moyens sur des secteurs ciblés. Et alors, je ne vais pas vendre la mèche et je ne connais pas la date d'ailleurs, mais ça devrait être annoncé maintenant dans pas trop longtemps que la santé digitale devrait en faire partie. Donc voilà, on est encore en attente des annonces, mais ça devrait normalement être dans les semaines qui arrivent maintenant. En tout cas, Olivier, il y a eu un réel effet d'accélération et de mise en lumière du secteur de l'e-santé en France, avec une volonté politique d'en faire un sujet phare d'investissement dans le cadre de la reconstruction économique post-épidémique, mais aussi avec la volonté d'accélérer les choses via le numérique pour l'amélioration des parcours de soins et pour les patients et pour les professionnels de santé. C'est historique, il n'y a jamais eu autant de mobilisation autour du numérique en santé en France. Alors, on va faire une petite présentation pour entrer un tout petit peu plus dans les détails. D'abord, sur le volet établissements et services médico-sociaux, donc avec la première partie du budget du Ségur de 600 millions. Les objectifs, c'est 3 grands types d'objectifs autour de ce qu'on appelle le grand programme ESMS, donc établissement du secteur médico-social numérique.
1, financer plus d'acteurs, 2, financer plus de projets, 3, accompagner les projets dans leur réussite. Donc, je vais rentrer progressivement dans les détails. Sur le financement de plus d'acteurs, c'est financer une part substantielle des acteurs du secteur. On veut essayer de trouver des moyens de financer une grande partie des acteurs actuels du médico-social et aller au-delà du secteur personnes âgées, personnes handicapées et inclure aussi les établissements qui sont eux-mêmes financés par les OG, en tout cas par les départements. Deuxième point, c'est de financer plus d'acteurs qu'aujourd'hui. Appuyer les réseaux et les structures qui ont fait le choix de développer leurs solutions, ceux qui veulent améliorer des systèmes déjà déployés, ceux qui ont des systèmes informatiques portés par des réseaux d'acteurs nationaux. On veut être très large dans l'adressage de ces fonds et de soutien à l'investissement. Mais on veut rester dans la logique de la maison qu'on vous présentait en tout début de présentation. Cette maison et ces services socles nationaux proposés par l'État, ce sont les mêmes qui vont être déployés dans le secteur sanitaire, dans le secteur médico-social. Il n'y a pas deux maisons, une maison du médico-social, une maison sanitaire. C'est la même maison avec les mêmes fondations. Et à l'intérieur de cette maison se développent des services forcément spécifiques, mais en s'appuyant sur les mêmes services, mêmes principes nationaux. Et enfin, dans l'accompagnement de la réussite des projets de ce secteur médico-social, l'idée, ça sera d'accompagner la fédération des établissements pour mutualiser les achats, partager les bonnes pratiques et surtout mettre en place tout un réseau d'acteurs de terrain. C'est beaucoup de ressources humaines, c'est beaucoup de gens qui vont sur le terrain porter les projets. Donc, on veut à la fois être le plus proche possible du territoire et des établissements, mais aussi les pousser à mutualiser des moyens humains parce que chacun n'a pas forcément tous les moyens d'accompagner des projets numériques qui, par essence, sont souvent complexes d'un point de vue organisationnel et complexes d'un point de vue technique. Et donc, il y a un gros volet accompagnement de la réussite, à la fois pour la mise en œuvre d'acteurs de terrain et l'acculturation, la formation des acteurs. Et ce volet-là est nativement partie intégrante du programme Ségur médico-social numérique. Donc, sur le premier point, financer plus d'acteurs, globalement, les objectifs qu'on se donne, c'est que la phase de déploiement du programme d'investissement de 600 millions d'euros sur 5 ans doit permettre de financer, c'est ça notre cible, 75% des acteurs du médico-social. Voilà, on veut se fixer les 3/4, quoi. Les établissements, donc comme je le disais juste à l'instant, hors personnes âgées, personnes handicapées, par exemple addictologie, protection de l'enfance, domicile, etc., pourront s'associer aux OG ou aux GRAP d'établissements PAPH pour répondre à des appels d'offres, des appels à projets qui vont être portés par les ARS. Le principe, c'est que ça va fonctionner comme ça. Ça va passer par des appels d'offres, des appels à projets portés par les ARS dans le cadre d'une instruction nationale, d'un programme cadre national, mais on va mobiliser au travers d'acteurs de terrain le fait qu'on demandera aux acteurs de se mutualiser pour porter des projets parce qu'on croit beaucoup à la co-construction et à la mutualisation des choses sur le terrain. Donc, les établissements financés par les départements pourront bénéficier de la phase de déploiement de ce programme ESMS numérique et les crédits passeront par le FMES, donc la nouvelle version du Fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés qui est élargie au secteur médico-social. Voilà, je ne sais pas si vous le savez, mais bon, c'est un point clé. Donc, ça y est, les vecteurs de financement sont prêts. Donc, ça sera délégué aux ARS qui financeront les établissements via des appels à projets en regardant bien le volet mutualisation, capacité des ressources humaines pour porter et répondre à ces appels à projets. L'idée générale, c'est que les groupements d'établissements et de services qui répondront aux appels à projets pourront financer des projets avec des éditeurs qui seront référencés à l'accord cadre du RESA, donc de cette centrale d'achat, ou pas. Et on imposera le fait que les systèmes d'information sous-jacents à ces appels à projets, ils devront être évalués dans leur conformité à la doctrine nationale, donc à cette fameuse maison, à l'intégration donc de ces services socles, via un outil que les industriels, les éditeurs, les startups doivent renseigner en ligne, qui s'appelle Convergence, qui est un outil où en gros on s'auto-évalue et où on renseigne à quelle date, dans sa feuille de route, dans ce qu'on appelle la roadmap des industriels, on sera convergent et on sera conforme à la doctrine de l'État. Ça fera partie des conditions en fait d'éligibilité à ces appels à projets.
L'évaluation inclura aussi évidemment un volet fonctionnel qui sera conforme à des exigences d'un cahier des charges qui aura été publié par la CNSA. Donc, même si ça transite via les ARS et via des appels à projets régionaux, ça sera cadré par le national et d'un point de vue conformité technique et du point de vue des attendus fonctionnels. Donc, les appels à projets, hein, pour vous dire de façon un petit peu plus précise, ils prévoient des projets d'équipement. Hein. Il y a plein d'établissements médico-sociaux qui n'ont pas ce qu'il faut en termes d'équipement, même en hard, en serveur, en connexion Internet, en poste client. Ça concernera des projets d'équipement en dossier de l'usager informatisé, donc la base du cœur de métier numérique d'un établissement médico-social, ou des montées de versions de ces dossiers de l'usager informatisé pour les améliorer, pour les rendre conformes à la doctrine nationale, pour s'intégrer dans des parcours de soins numériques, etc. Donc, c'est la totalité de ça qui sera éligible en termes d'objectifs dans ces appels à projets du médico-social. Ces projets pourront inclure des prestations de formation, hein, je le redis, le volet humain, accompagnement, acculturation fait vraiment partie intégrante de la stratégie nationale qu'on veut avoir dans ce secteur. Et en plus de ça, il y aura des appels à projets spécifiques qui porteront non pas sur la base, hein, comme ce que je viens de vous dire, mais sur des choses innovantes. On pense qu'il y a matière à faire de l'innovation dans le médico-social autant que dans un gros CHU. Donc, il y aura des appels à projets spécifiques pour toute la partie financement de nouveaux usages numériques. Troisième axe, c'est l'accompagnement de la réussite des projets. Donc, pour que vous compreniez un petit peu vers quoi on tend, on va s'outiller d'un point de vue ressources humaines. Pour nous, c'est la base dans le médico-social. Le secteur est nombreux, divers, etc. Donc, on veut vraiment s'organiser au niveau des ressources humaines. Pour nous, c'est la clé. Donc, il y aura des contrats de mission qui seront créés dans les ARS et dans les grades pour déployer ces appels à projets régionaux parce que, bon, voilà, il faut être capable d'instruire tout ça, pour fédérer les acteurs, aider à remplir en fait les critères de ces appels à projets, mutualiser les achats quand c'est nécessaire. Donc, bref, animer la mutualisation des moyens humains sur le terrain. On va favoriser la création dans toutes les régions de collectifs systèmes d'information du médico-social, donc des acteurs de terrain. On va soutenir ça, on va financer ça. Il faut que vraiment s'outille un peu partout sur les territoires des mutualisations de ressources humaines compétentes pour accompagner les établissements du médico-social. Et on ne veut pas que ça se décide depuis Paris, on veut que ça se passe sur les territoires. En plus de ça, on va mettre en place l'animation d'une communauté d'experts du sujet numérique et médico-social qui viendront en soutien, en support pour aider en fait les gens sur le terrain au déploiement opérationnel de ces projets. Donc, il y a des financements qui permettront de prendre en charge la mise à disposition des effectifs des OG dans la constitution de ces collectifs. Voilà, ces réseaux d'acteurs, vous le voyez sur le transparent, qui seront là pour organiser l'amélioration continue du programme. On veut que ça ne soit pas juste un coup d'épée dans l'eau. On veut structurer de façon pérenne des ressources pour porter ces projets dans le temps et accompagner tout le secteur. Et évidemment, on assume notre vision qui est assez qui est régalienne, qui est un repositionnement de l'État et des services socles nationaux, y compris dans le médico-social. Donc, vous avez l'identifiant national de santé, ce qu'on appelle l'INS, qui sera aussi obligatoire dans le médico-social. La messagerie sécurisée de santé, qui aujourd'hui est beaucoup déployée dans le sanitaire, mais qui doit s'étendre au médico-social. La logique des règles d'interopérabilité des logiciels, avec les mêmes règles, ça devra s'appliquer au médico-social. Voilà, on veut prioriser l'unification un petit peu de ces deux secteurs du point de vue du numérique. Et puis, des actions d'animation de communauté et de formation, qu'on essaiera aussi d'impulser, de dynamiser au niveau national pour ne pas laisser les gens seuls sur le terrain. Alors, je prends la main ? Ouais. Ouais, donc moi je vais vous raconter ce qu'on a en tête sur la partie plutôt sanitaire. Je pense qu'il y a un point qui est important de vous dire, c'est que ce côté historique aussi des investissements qui sont faits dans le numérique, c'est un petit peu déstabilisant d'une certaine manière. Et donc nous, on est encore en phase de cadrage en ce moment.
Donc, on vous propose aujourd'hui des pistes. Il y en a certaines qui sont encore en cours de validation parce qu'on essaye d'avoir des modalités d'opération qui sont nouvelles et donc ça nécessite de les valider, ça nécessite de trouver les moyens pour les faire, les bons opérateurs au sein de l'État. Donc, en fait, là, on vous donne les choses en avance de phase. On espère que ça bougera pas trop, mais clairement, nous aussi, on est en train d'apprendre là parce que ces montants-là n'ont jamais été investis sur le numérique et donc un montant nouveau aux méthodes nouvelles. Alors, je commence par un slide qui précise un tout petit peu la manière dont on souhaite agir. Donc, vous allez voir, il y a une sorte de méthodo un peu commune sur l'ensemble du secteur sanitaire, mais on se dit finalement, en fait, on a des métiers qui sont assez différents, on a des éditeurs de logiciels qui sont assez différents, et donc, dès le début, on prend le parti qu'il va falloir probablement découper notre action sur différents axes. Donc là, c'est ce que vous avez à l'écran. L'hôpital public, l'hôpital privé, où on a des pratiques qui sont assez proches sans être similaires, mais des éditeurs qui sont assez différents. Les deux piliers du diagnostic, ensuite, la biologie et la radiologie, dont on considère que c'est prioritaire. Et quand je dis on, c'est aussi issu de toutes les concertations qu'il y a eu, notamment juste avant, en fait, ces annonces Ségur ont été assez intenses. Je sais que Dominique a été très impliqué là-dedans. Et toute la partie médecine de ville. Donc voilà, donc nous, dans notre jargon, vous nous entendrez peut-être dire ça plus tard, on appelle ça les couloirs. Donc c'est les 5 secteurs sur lesquels on va essayer d'appliquer une sorte de méthode commune, sachant que évidemment les différences, il va quand même falloir les gérer. Ensuite, comme l'a dit Dominique, en fait, il y a énormément de travail à faire dans le numérique en santé. Même avec autant de moyens, on ne pourra pas tout faire. On ne pourra pas tout faire. Et donc, ce qu'on s'est dit, c'est, compte tenu de ces priorités, quelles sont les technologies et les référentiels socles qu'il va falloir prioriser et sans lesquels on ne pourra pas avancer. Et donc, voilà, il y a les 4 qui sont là actuellement, que vous connaissez probablement. Donc, le dossier médical partagé, la messagerie sécurisée de santé que Dominique a précisé, et puis l'identifiant national de santé et ProSanté Connect. Sachant que dans ProSanté Connect, j'ai mis une petite étoile. À chaque fois que j'ai mis une petite étoile, c'est pour me souvenir qu'il faut que je dise quelque chose. Donc, ProSanté Connect, c'est vraiment pour nous la porte d'entrée pour faciliter en fait toute l'identification électronique des professionnels. Et on sent bien qu'il y a un sujet à l'hôpital qu'on va creuser, mais on pense que c'est là qu'il faut mettre l'accent et que la solution va se trouver. Et ensuite, donc, une fois qu'on a, entre guillemets, défini à la fois nos secteurs d'activité et puis les objets technologiques qu'on souhaite encourager, en fait, finalement, on a que défini de la techno. Et on se dit, on va pas faire de la techno pour de la techno. À la fin, ce qu'on veut, c'est des cas d'usage et qui s'appuient véritablement sur la circulation de données. Et donc, du coup, on a essayé de définir quelles sont les données, et là, c'est pareil, quand je dis on, c'est issu des concertations également, quelles sont les données prioritaires sur lesquelles on va mettre l'accent et où on veut voir une transformation radicale entre aujourd'hui et dans 18 mois. Donc, du coup, à l'hôpital, on a 4 types de données. Vous allez voir, en fait, il y en a 3 en commun dans chaque. Vous voyez le slide en avance, donc vous avez toutes les infos. Les documents de sortie. Donc, c'est au pluriel les documents de sortie parce que parfois, il y a 2 documents de sortie, parfois, il y en a un contre du no-split, par exemple. Donc, on le met au pluriel. Ensuite, les comptes rendus de biologie et d'imagerie, donc mes 2 piliers du diagnostic, et les examens d'imagerie. Et là, c'est pareil, il y a une petite étoile, parce que autant les 3 premiers éléments, en fait, c'est des documents, et on sent bien qu'à la fois à travers la messagerie sécurisée de santé et à travers le DMP, on a les outils aujourd'hui pour partager. Autant l'imagerie partage des examens, c'est quelque chose qui n'est pas encore disponible aujourd'hui dans les infrastructures de l'État et sur lequel il va falloir faire un travail de structuration avant d'aller vers ça. Donc, on sera dans un temps décalé probablement sur les examens d'imagerie. Et en ville, donc en commun les 3 derniers, compte rendu de bio, compte rendu d'imagerie et les examens, et la partie volet de synthèse médicale. Donc ça, c'est pareil, c'est un vieux sujet sur lequel on se dit qu'il faut vraiment mettre l'accent. C'est des débats à venir, évidemment, avec les médecins généralistes. Mais donc on se dit que ces premiers échanges qu'il y a lieu toujours entre un patient et un nouveau médecin, si on arrivait à mettre ça de manière synthétique dans le parcours de soins pour l'ensemble des patients, ça serait transformant. Donc on met le focus là-dessus.
Et ensuite, donc là, je rentre un petit peu dans cette espèce de méthodo un peu commune. Donc encore une fois, hein, vous avez les fameux couloirs. Après, vous avez des technos qu'on souhaite pousser et voir vraiment déployer de manière massive à l'horizon de 18 mois, et nos cas d'usage qui se basent finalement sur la circulation de données entre professionnels et avec le patient, c'est important. Et donc du coup, sur l'ensemble de ces scénarios, ce qu'on va essayer de faire, c'est à la fois d'avoir des mesures, ce qu'on appelle incitatives. Donc, c'est essentiellement du financement, hein, les mesures incitatives. Donc, c'est du financement à la fois du côté éditeur, du côté professionnel, du côté établissement de santé, mais également coercitive. Donc, coercitive, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va imposer, au sens réglementaire, au sens législatif, que ces données circulent demain dans le parcours de soins. Il y a un volet qui est un petit peu plus technique d'un point de vue juridique, c'est la manière dont on va gérer la relation entre les éditeurs et l'État. Donc là, je vais dire quelques mots. En fait, ce qui est un peu innovant dans cette stratégie, je dirais, du Ségur, c'est qu'on essaye de s'inspirer de ce qui a bien marché pour déployer le système CIDEP, que vous connaissez probablement, qui est le système qui permet de loguer toutes les informations des tests Covid. Et dans ce cadre-là, ce qui a bien marché, c'est qu'il y a une relation qui a été directe avec les éditeurs, sans passer par l'ensemble en fait des cabinets de bio ou des labos de bio qui auraient été financés, qui dans second rebond auraient financé leurs éditeurs. Donc pour aller vite, en fait, il y a eu cette relation quasiment directe entre l'État et les éditeurs qui a fonctionné extrêmement vite puisque le système CIDEP s'est développé et déployé en moins d'un mois quasiment. Et donc on va essayer de reproduire, sachant que les circonstances sont pas exactement les mêmes. Et donc là, c'est vraiment en cours d'instruction en ce moment pour voir comment on va pouvoir faire ce mécanisme qui permet d'être non discriminant, ou en tout cas de choisir les meilleurs, et d'avoir un déploiement aussi massif que souhaité dans le cadre du Ségur. Ensuite, un point commun aussi avec le secteur du médico-social, c'est qu'on sent bien que on n'a pas les ressources en centrale au ministère pour tout faire, et non seulement on n'a pas les ressources, mais on n'a pas les connaissances. C'est-à-dire qu'on n'est pas des utilisateurs au jour le jour de ces différents logiciels. On n'est pas en capacité de dire qu'est-ce qu'il faudrait faire évoluer pour que ça marche. Et donc la volonté qu'on a, c'est dans chacun de ces fameux couloirs-là, c'est de mettre en œuvre des sortes de comités de pilotage. En interne, on les appelle des commandos. C'est un langage peut-être un petit peu guerrier, mais l'idée, c'est de dire il faut qu'on aille vite. Donc on a un temps qui court. On va essayer d'aller le plus vite possible. Et du coup, on va mettre en responsabilité essentiellement les utilisateurs, donc les professionnels, les établissements de santé, dans une collaboration avec les éditeurs, pour nous dire à nous ce qu'il va falloir financer. Donc, quelles sont les technologies qu'il va falloir financer, quels sont les facteurs de succès, quels sont les irritants aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que ça marche pas, quels sont les KPI qu'il va falloir qu'on monitore. Donc tout ça, en fait, nous, ce qu'on se dit, c'est que si on le porte nous, premièrement, ça sera moins bien porté que si c'est les professionnels, que c'est les utilisateurs. Et donc, du coup, on se dit le meilleur moyen finalement d'embarquer l'écosystème, c'est de lui donner les clés du camion et de lui dire à ces professionnels, à ces établissements, dites-nous ce qu'il faut qu'on encourage, dites-nous où est-ce qu'il faut qu'on mette les moyens, dites-nous ce qu'il va falloir qu'on mesure, et ensuite, nous, on met en place les actions qui correspondent. Associé à ça, alors je vois qu'il y a pas mal de questions, on les prend juste après, hein, toutes les questions. On se dit que le rôle du citoyen va être clé, notamment parce que au 1er janvier 2022, vous le savez certainement, mais il y a le déploiement massif à toute la population qui ne s'y est pas opposée, mais on pense que ça va être une majorité de la population, à la fois du DMP et puis de l'espace numérique de santé. Et donc ça, pour nous, c'est vraiment, ça coïncide évidemment extrêmement bien avec le Ségur, et c'est ce qui va vraiment permettre de démultiplier en fait l'usage de ce numérique, parce qu'on va pouvoir rendre le citoyen complètement acteur de sa santé, mais aussi acteur de qu'est-ce qui est fait de ces données, quels sont les droits qui sont accordés, quelles sont les applications qui peuvent utiliser ces données au bénéfice de sa santé. Et donc, le parti pris qui est très fort, c'est de dire ce citoyen acteur va permettre en fait de déployer beaucoup plus rapidement le numérique en santé. Et donc, il va falloir l'impliquer. Dominique en dira peut-être quelques mots, mais c'est pareil, c'est quelque chose qui est en cadrage pour une action qui sera probablement lancée l'année prochaine. Et puis, donc ça c'est pour information, tous ces financements donc doivent être votés. Concrètement parlant, ça fait partie du PLFSS
qui donc et a été, je crois que le projet a été soumis à l'Assemblée là très récemment, mais donc les financements seront disponibles tout début 2021. Ça veut dire que nous, de notre côté, on travaille déjà dès maintenant. D'ailleurs, les fameux commandos, moi j'ai lancé le tout premier là aujourd'hui avec les radiologues. Et d'ailleurs, petite indication, je trouve que c'est un très bon signal, c'est qu'ils m'ont proposé qu'on se donne rendez-vous samedi matin pour travailler ensemble. Et je trouve que ça témoigne du fait que du coup, je pense que l'écosystème s'engage pleinement, et y compris le week-end, il n'y avait pas de problème pour les radiologues pour lancer l'action et se dire, OK, on fait le kick-off ce week-end parce qu'on a envie d'aller vite, quoi. Donc voilà, donc on démarre toutes les réflexions, les phases de concertation, là, cette semaine et la semaine prochaine. Elles vont durer des mois, c'est-à-dire que ça ne va pas être que juste quelques semaines où on embarque les utilisateurs, mais on sent bien qu'en fait, ces phases-là, elles vont devoir durer pendant les 18 à 24 mois qui arrivent, parce qu'il va y avoir des phases de concertation, identification des leviers, et je vous ai dit éventuellement des irritants. Puis ensuite, il va falloir produire des spécifications techniques, il va falloir produire des KPI, puis ensuite, il va falloir embarquer les utilisateurs dans les implantations des nouveaux logiciels, les mises à jour, le suivi. Donc tout ça, c'est un plan qui est assez long et sur lequel il va évidemment falloir reposer sur l'ensemble des utilisateurs. Voilà, c'était le dernier transparent pour le volet sanitaire. Et donc, je pense que c'est maintenant que vous pouvez poser toutes les questions. Alors, première question. Ce matin, en réunion ANS Fédération d'industriels, certains ont fait état du rapport de la Cour des comptes et d'un possible rabot pour les financements du numérique en santé. Qu'en est-il? Enfin, moi, à titre personnel, bon, j'ai vu le rapport de la Cour des comptes. Pour l'instant, on n'a pas d'informations qui nous alertent particulièrement sur le fait qu'il y aura un rabot sur le budget numérique. Après que les industriels s'en inquiètent, ça peut être éventuellement logique. Dès lors qu'il y avait un budget voilà, qui était quand même fantastique et historique, évidemment, on a toujours peur qu'il se passe quelque chose. En tout cas, nous, à notre niveau, on n'a pas d'informations complémentaires là-dessus. Non plus. Et je peux vous dire que par contre, du côté des députés, le plan est également très soutenu. Il y a beaucoup de députés qui sont pleinement impliqués dans ces actions. Alors, autre question. Pour le financement des appels à projets, est-ce que c'est maximum à 50% comme tout appel à projet classique? Euh, pour l'instant, sur les appels à projets, on est encore en cours d'instruction, donc je ne préférerais pas me positionner là-dessus. Il y aura deux types, vous avez compris, hein, en tout cas du côté du secteur médico-social, il y aura deux types d'appels à projets. Pour des appels à projets assez, on va dire, classiques pour les équipements, voilà, et une partie d'appels à projets pour tout ce qui va être innovation. Dans les deux cas, il y aura peut-être des dispositifs assez différents. Le premier rentrant plutôt dans un mode classique, donc j'aurais tendance à dire que ça va ressembler à des choses qui ont déjà existé. Quant au second, sur les appels à projets innovation, là, on est dans quelque chose qui est beaucoup plus ouvert et que Olivier Clatz connaît bien puisqu'il en a déjà mené plusieurs. Et sur le volet sanitaire, donc c'est là que c'est pareil, je vais prendre les mêmes précautions d'usage que Dominique parce qu'on n'a pas complètement cadré le mécanisme. Mais ce qu'on aimerait, c'est que ça ressemble à de la commande. Donc, je dis ça ressemble parce qu'on n'est pas complètement certain du mécanisme à cette échelle-là. Encore une fois, ça n'a jamais été fait. Mais disons, si on devait imaginer le truc de manière abstraite, l'État serait en capacité d'avoir un appel complètement ouvert et de dire, voilà, nous, ce qu'on souhaite, c'est, alors on vous l'a présenté, par exemple, le déploiement de l'INS dans, je dis au pif, hein, le DPI avec la messagerie santé et puis c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, la connecteur DMP, et puis il m'en manquait un ProSanté Connect. Voilà. Donc voilà, ça c'est nos specs, il y en aura peut-être plus, mais disons que ça c'est notre spec. Et tout éditeur qui est capable de proposer, donc pour l'hôpital par exemple, un DPI qui va intégrer ces specs-là, sera éligible pour une commande soit de mise à jour, soit d'installation pour ses clients ou des nouveaux clients. Et donc, nous, on vient financer cette commande. Donc, après, il y aura probablement une question de prix à définir, etc. Donc, c'est pour ça que le cadrage n'est pas évident. Mais l'idéal de l'idéal, c'est qu'on paye 100% de la prestation. Nous, ce qui nous intéresse à la fin, c'est qu'on ait ces données qui circulent. Donc, on vérifie à la fin qu'on a alimentation dans un sens, consultation dans l'autre, DMP, messagerie santé, vous avez compris, et qu'on vient commander ce type de prestation. Alors, autre question. Cet élan est formidable, mais ne craignez-vous pas un effet d'aubaine pouvant entraîner un effet d'aubaine chez certains acteurs? Dès lors qu'il y a évidemment des fonds mobilisés, surtout à ces hauteurs-là,
il peut toujours y avoir des effets de bord et donc des effets d'aubaine. Mais vous avez compris en fait qu'on n'est plus dans le paradigme qu'on a pu connaître voilà, sur des plans précédents où en gros on donnait des budgets à chaque région et chaque région décidait de ce qu'il mettait en œuvre. Là, on est sur un cadrage d'objectifs et de méthodologie qui est défini directement par le national et en termes de méthodologie et en cible d'usage et aussi en doctrine technique. Donc, il y a la volonté de ce fort cadrage et dans la mesure, comme le dit Olivier, que ces financements ils seront conditionnés à un usage réel sur le terrain, in fine, même si peut-être certains acteurs, plus que d'autres, vont profiter de ça, nous, in fine, ce qui nous intéresse, c'est que les établissements médico-sociaux s'équipent, aient des ressources humaines et un dossier de l'usager informatisé qui intègre les services SOC, qui soit sécurisé, interopérable et que les cas d'usage qu'on vous a cités marchent en vrai sur le terrain. Donc, c'est comme ça qu'on pense qu'on va cadrer en fait les effets de bord ou les effets d'aubaine. Bonjour, quid du bucco-dentaire? Il y a encore des sujets sur le secteur de la ville, comme on vous en a parlé, où les sujets sont encore en cours d'arbitrage, notamment dans la discussion, et c'est intégré aussi dans le cadre des négociations conventionnelles, voilà, sur quoi seront mis les priorités en matière d'investissement numérique, médecins généralistes, médecins spécialistes, bucco-dentaires, paramédicaux, kinés, infirmiers, etc. Tout ça, c'est encore en cours d'instruction et en cours de discussion, notamment dans le cadre des négociations conventionnelles. Autre question, rien non plus sur le télésuivi du patient? Donc, vous parlez peut-être de la télésurveillance. Je vais essayer d'interpréter la question. Effectivement, dans le cadre de la télésanté, bon, il y a eu des avancées majeures qui ont été boostées avec le Covid autour de la téléconsultation et de la téléexpertise. La télésurveillance est encore dans le cadre du dispositif expérimental, hein, des dispositifs expérimentaux. Pour l'instant, il n'y a pas encore d'entrée dans le droit commun de la télésurveillance. Si ce n'est ce tour-ci, ça arrivera dans les prochains mois ou au plus tard dans les 2 ans qui arrivent. Mais en tout cas, ce n'est pas encore validé effectivement que ça rentre dans le droit commun. Et par contre, du coup, là, encore une fois, hein, c'est des arbitrages qui sont en cours, mais sur la partie innovation, ça a clairement été identifié comme un des secteurs qu'il fallait porter. Alors, question d'après, c'est pour me faire travailler ma prononciation. Quid de la disponibilité des phénotypages érythrocytaires, groupe sanguin, et RAI indispensables pour prescrire et délivrer des produits sanguins? Ça, c'est un gros sujet. Donc, vous avez compris que dans le Ségur, il y a 1000 sujets à adresser en matière de collecte et de partage de données de santé sécurisées entre professionnels de santé dans le secteur de la santé. Quand Olivier vous a présenté le fait qu'on voulait prioriser certains sujets, la biologie, les comptes rendus de radiologie, les comptes rendus de sortie ou les lettres de sortie ou les comptes rendus d'hospice et le volet de synthèse médicale, en fait, c'était parce que par pragmatisme, on sait qu'il faut prendre le problème par un bout. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas pertinence à connecter les RAI, les EFS, les données d'ANAPAT, des données de transmission infirmière sur les parcours patients. Il n'y a pas de hiérarchie dans la valeur de ces données, mais il fallait qu'on prenne le sujet par un bout en matière d'usage du numérique en santé sur ces partages de données de santé. Et en fait, les cas d'usage dont on vous a parlé, ces 4 cas d'usage, en fait, ce n'est pas nous tout seuls qui les avons définis. Dans le cadre de la concertation du Ségur qui avait été animée par Nicole Nota, ce sont les retours en fait des commissions qui ont travaillé, de professionnels de santé, d'usagers qui ont dit si vous deviez avoir 4 priorités, vous devez commencer par ces 4-là. Et donc, notre volonté, c'est de ne pas éparpiller les moyens, de ne pas se disperser et d'avoir à court terme un premier succès qui en amènera d'autres. Et peut-être effectivement, sur le sujet
des RAI et tout ce qui est parcours sécurisé des transfusions. Évidemment que c'est légitime, mais bon, il faut qu'on comprenne le problème par un bout. Ensuite, quelle garantie de l'actualisation des données du DMP? Je crois que j'ai vu dans le chat qu'il y a une question, un peu du même acabit. On a deux gros sujets et deux gros problèmes en France ces 15 dernières années. On a un problème d'outils et un problème d'usage. Le premier problème qui est un problème d'outils, c'est est-ce que tous les logiciels sont bien connectés au DMP? Est-ce que le DMP il est suffisamment bien fait techniquement pour que ce soit fluide et qu'un médecin qui a envie, qui souhaite pousser des données dans le DMP, il puisse le faire de façon fluide sans perdre de temps? Donc, on a un sujet technique. Donc, ce sujet technique, voilà, c'est vraiment ça à quoi va servir le Ségur. C'est vraiment rentrer dans les détails techniques avec les industriels pour que ces connexions avec le DMP, avec la messagerie, avec l'identifiant numérique de santé, avec les outils d'authentification des professionnels, on règle les problèmes techniques pour que l'ergonomie soit bonne et que les professionnels ne perdent pas de temps. Mais il y a aussi, en plus de ça, un vrai sujet de mobilisation des professionnels de santé pour qu'ils acceptent, une fois que les outils sont là, sécurisés et ergonomiques, de partager les données de santé. Et donc, on sent bien aussi qu'il va y avoir tout un accompagnement avec de l'incitatif, avec forcément un petit peu de coercitif aussi, avec de la pédagogie, avec de l'accompagnement. Mais on sent bien que c'est ces deux sujets qu'il va falloir faire avancer en France. Donc, le sujet, évidemment, n'est pas clos. Mais il y a un volontarisme et un alignement je dirais, des volontés de tous les acteurs du numérique en santé, qu'ils soient politiques, institutionnels, industriels ou professionnels de santé, qui me rend optimiste sur le fait qu'on va avancer sur le sujet. Alors, il y a beaucoup de questions dans le chat. Si la majorité des structures seront sur les 3 prochaines années impliquées sur les projets de rattrapage, comment prévoir de l'innovation en plus de ce gros chantier? En fait, ça, c'est une super bonne question parce que la pratique, c'est qu'on va avoir plus de moyens sur le numérique en santé dans les 3 années qui arrivent, vraisemblablement même les 5. Ça veut dire que, in fine, il y a une partie de ces financements, comme l'a dit Dominique, qui vont arriver sur les professionnels, une autre partie sur les établissements de santé, mais une troisième partie qui va arriver sur les éditeurs. Et ce qui est, à mon avis, la conséquence directe, c'est que ça veut dire au final plus de chiffre d'affaires pour ces éditeurs, mais aussi plus de besoin de développer des nouvelles solutions, donc des nouveaux recrutements. Et donc, on va devoir, chez les éditeurs, je pense, anticiper et accompagner cette transformation avec des nouveaux recrutements pour venir accompagner d'un côté ces évolutions qui sont un peu basiques en fait, là qu'on a montré. Et puis en parallèle de ça, je vous l'ai dit, on devrait l'annoncer dans pas trop longtemps, j'espère pas me tromper là-dessus, mais des financements aussi pour la partie innovation. Et à la fin, ça veut dire forcément des embauches et des gens qui vont travailler sur les deux sujets en parallèle chez les éditeurs. Merci Olivier. Ensuite, est-ce que les règles de convergence s'appliquent aussi aux logiciels historiques et au-delà des applis de taille limitée? Est-ce qu'un DPI ou un logiciel d'aide à la prescription sont considérés comme des services numériques ou sont en dehors de la maison commune? Je veux répondre, Olivier? Je n'ai pas la réponse parce que moi j'ai une conviction, mais je ne suis pas sûr qu'elle soit bonne. Non, mais tous les outils, tous les systèmes d'information de santé doivent répondre à la doctrine. Un logiciel de prescription, un outil d'aide à la prescription, tous ces outils-là, ils doivent répondre à la doctrine nationale, donc au service socle. Ça, c'est la base. Et en fait, tout à l'heure, de façon assez rapide, vous avez entendu qu'un des prérequis, ce serait le fait que les industriels, pour leur système, dès lors qu'ils voudront candidater et être éligibles à ce type de financement, à ces financements Ségur, ils devront remplir un outil qui s'appelle Convergence. Cet outil Convergence, il garantit le fait que l'industriel s'engage à respecter dans un délai court
la mise en conformité de son logiciel par rapport à la doctrine. Ensuite, il peut y avoir d'autres types d'exigences supplémentaires. Sur les LAP et les LAD, vous êtes au courant qu'il y a d'autres types d'exigences supplémentaires, mais il y a une espèce de dénominateur commun, une base qui est vraie pour tous les logiciels de santé, en tout cas qui traitent de la donnée nominative. Et à ce sujet, d'ailleurs, ça va être de plus en plus imposé de manière réglementaire. Donc là, c'est des choses qui sont en cours. On ne peut pas toujours prévoir ce qui va sortir dans les lois ou les décrets, mais c'est vraiment la volonté, c'est de rendre opposables à terme tous ces référentiels. Les GCS en région développent déjà des outils de messagerie sécurisée de santé et autres outils pour les équipes. Cela ne va-t-il pas multiplier encore les outils auprès des professionnels de santé? Sur la messagerie sécurisée de santé, en fait, la réponse est claire et simple. C'est que n'importe quel outil de messagerie sur le territoire national, et il peut y en avoir plusieurs, et il y en a plein aujourd'hui, il doit répondre à l'espace de confiance national, c'est-à-dire pour que les messageries sécurisées de santé soient interopérables et qu'on garantisse le même niveau de sécurité sur tous les outils de messagerie, qu'elles soient territoriales ou nationales, on doit rentrer dans le même espace de confiance qui s'appelle MS Santé. C'est ça en fait la logique qu'on défend, c'est vous développez un outil de messagerie, il est conforme au national, point. Et donc, une messagerie sécurisée de santé en région qui ne serait pas conforme à l'espace de confiance MS Santé sera une messagerie qu'on proscrira. Et inversement, ça n'impose en fait aucun prestataire, aucun fournisseur. Si en région, il y a quelqu'un qui est compatible et les professionnels qui sont déjà entre guillemets clients ou utilisateurs, ils n'ont pas nécessairement besoin de changer. C'est en fait, il y a MS Santé, ça n'est qu'un cadre technologique. Ça ne dit pas en fait qui fournit la techno. Ensuite, le marquage CE ne va-t-il pas ralentir les évolutions attendues ou être un prétexte? Remise en cause de l'agilité par le marquage CE. En tout cas, vous avez compris que notre volonté, c'est… la loi, c'est la loi. Tous les dispositifs médicaux numériques, toutes les apps numériques qui répondent au cadre voilà, de la réglementation sur les certifications CE, on ne changera pas ça. Mais tous ceux qui ne sont pas dans ce cadre-là, en fait, on veut rester sur quelque chose de très souple, de très agile pour justement pas embouteiller et pas freiner avec un système qui sera un système de référencement. On ne met pas en place un système de labellisation avec des espèces de tuyaux hyper longs où il faudra prendre rendez-vous pendant des années avant de passer un process très long. On va être dans un process souple de référencement avec de l'autodéclaration dans l'outil Convergence où les industriels déclareront ce qu'ils comptent faire et s'ils sont conformes ou non, avec des contrôles inopinés, avec un rendu public des résultats de ces déclarations non convergentes. On a la volonté pour tout ce qui ne va pas être en dehors du cadre de la loi et des dispositifs qui répondent à la réglementation CE médicale, d'être dans un process plutôt souple, de façon déterminée, souple, et avec de temps en temps voilà, des contrôles inopinés. En revanche, effectivement, ceux qui auront triché, eux, ils prendront cher, quoi. Sachant que dans tout ce qu'on vient de dire là, encore une fois, on est moins sur le côté innovant et plus sur la base. Et dans la plupart des logiciels cœur un peu basiques, que ce soit à l'hôpital ou en ville ou en bio, en radio, c'est un petit peu moins le cas, mais on n'est pas sur des dispositifs médicaux de classe 2 qui sont ceux sur lesquels on a des audits obligatoires pour avoir le nouveau marquage. On est soit pas sur un DM, soit sur un classe 1 qui est en fait auto-certifié. Donc, a priori, il n'y a pas de délai associé à ça. Mais la plupart, à ma connaissance, ne sont même pas DM en fait. Il y a une toute petite question, j'en profite Elodie pour répondre puisque c'est une question consécutive à ce sujet, la dernière là, de Valérie Noël, en disant l'outil Convergence est déclaratif, que se passe-t-il si ce déclaratif n'est pas conforme en réalité? Il y aura du contrôle inopiné, donc vous imaginez forcément qu'on aura des retours avec des informations un petit peu de partout qui remonteront à nous au niveau du ministère. Et une fois que les contrôles auront été faits et qu'il y aura eu délibérément de la triche dans le remplissage, c'est ce qu'on vit tous les jours dans les hôpitaux. On fait beaucoup de déclarations, mais si on est pris la main dans le sac d'une tricherie, donc là, il y aura, ce sera assez dur puisqu'en fait, on sera blacklisté de tous les stores, de tous les référencements, des centrales d'achat, des conditionnements de financement, et il y aura une volonté
de transparence totale sur les acteurs. Donc, ce sera rendu public. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il y aura naturellement un mouvement vertueux autour de cette logique d'autodéclaration. Alors, y aura-t-il une priorité nationale dans le choix des solutions? Alors, dans le choix des solutions en tant qu'éditeur, non. Par contre, nous, on va aller prioriser les types de logiciels qui se trouvent sur le chemin des données qu'on a mentionnées tout à l'heure. Donc, le volet de synthèse, les comptes rendus de sortie d'hôpitaux, la biologie, la radiologie. Donc là, ça nous fait quatre types ou secteurs de données. Et là-dessus, nous, on va aller regarder les logiciels essentiels qui vont permettre d'enclencher la transformation. Par contre, très clairement, on ne privilégiera pas un type ou un éditeur particulier une fois qu'on a défini ce périmètre. Alors, j'ai vu que j'avais sauté une question avant. Bonjour, quels sont les radiologues associés à ces réflexions et quid de l'apport de l'IA en imagerie dans cette transformation numérique? Envisagez-vous une enveloppe budgétaire dédiée? Alors, je pense qu'elle est pour moi celle-là. J'ai lancé l'email il y a 1 heure et demie et donc il y a 3 copilotes radiologues qui sont Jean-Philippe Masson, qui est le président de la FNMR, donc du syndicat des radiologues privés, Jean-François Méder, qui est le président de la SFR, et Louis Boyer, qui est le président du G4, qui est le Conseil national professionnel. Sachant qu'en fait, encore une fois, ces 3 radiologues-là, en fait, ils vont se trouver au pilotage de ces groupes, mais clairement, l'objectif, c'est d'avoir ensuite l'entraînement de toute la base. Donc, moi, je leur ai même dit, on a besoin de vous pour initier les travaux, mais ce n'est pas vous qui allez pédaler 100% du temps. Ce sont des gens qui sont occupés, mais par contre, qui doivent faire tout le relais avec la base de tous les radiologues et avec les éditeurs, et donc aller créer en fait ces groupes de discussion dont on va pouvoir sortir toutes les spécificités techniques qu'on va vouloir ensuite encourager à travers nos financements. Donc, il y en a 3 aujourd'hui, il y en aura beaucoup, beaucoup plus probablement dans les jours qui arrivent. L'email est parti là à 15 heures tout à l'heure. Sur la partie intelligence artificielle, je la découplerai un tout petit peu parce que pour moi, c'est plus le côté innovation. Et donc là, vraiment, on présente les choses comme ça, mais on n'a pas vraiment le choix. Le Ségur, c'est vraiment les fondations. Et ce que Dominique a mentionné tout à l'heure, le côté PIA 4, ça sera vraiment l'innovation. Donc, on sait que l'un fonctionne avec l'autre, évidemment, mais en termes de stimulation et de financement, on a 2 objets qui sont différents. Merci. Alors, pour un porteur de projet e-santé, donc personne physique, à qui peut-il s'adresser car on parle souvent de start-up? Waouh! Alors, un porteur de projet personne physique, à la fin, s'il souhaite développer un produit, il aura forcément un marquage, que ce soit un marquage non dispositif médical ou dispositif médical, et il va devoir forcément avoir une personne morale qui porte ce marquage. Donc, en dehors de ce point de détail, mais qui est important, parce qu'à la fin, un produit n'est jamais porté par une personne physique, à ma connaissance, peut-être je me trompe, mais dans tous les cas que je connais, en fait, c'est une personne morale qui porte le produit. Après, je pense que le mieux, c'est de se rapprocher soit des incubateurs locaux, soit des pôles de compétitivité qui ont une super connaissance du terrain, qui sont pleinement impliqués dans Genius et qui, moi, je trouve, c'est des très bons relais pour commencer et se poser des questions. Ensuite, y a-t-il un équivalent de Small Business Act pour les initiatives pour créer plus d'emplois? On aimerait, mais ce n'est pas prévu dans le cadre du Ségur. Alors, après, quelle stratégie d'architecture pour les data et des usages prioritaires? Alors là, il y a un tiret. Compte rendu, document de sortie, risque d'infobésité et risque de désaffectation versus synthèse, VSM, synthèse par corpus ou synthèse commune. Alors, je vais peut-être répondre à côté de la question. Nous, aujourd'hui, en fait, on a forcément un compromis à faire d'une manière générale. C'est probablement pas directement spécifique à ce point-là, entre du texte libre que les professionnels ont l'habitude de faire et qui remplit quand même une très bonne partie des usages au sens du parcours de soins, et puis des données qui sont plus structurées, qui vont permettre demain de faire tourner des algorithmes, de condenser l'information de manière synthétique. C'est assez fin, c'est probablement des choses qu'on va arbitrer au sein de chacun de ces groupes parce qu'il faut connaître le métier pour ça. Les ESMS répondant aux appels à projets devront-ils, pour être retenus, satisfaire des prérequis inspirés par exemple de ceux du programme Open?
En fait, les prérequis du programme Open, pour ceux qui les connaissent, sont les prérequis de la maison et de la feuille de route du ministère. Donc, en fait, le programme ESMS va se baser exactement sur les mêmes prérequis, c'est-à-dire la compatibilité avec les services socles nationaux et avec la fameuse maison. Donc, on est bien cohérent depuis le départ sur le sujet et ça restera cohérent. Est-ce que vous travaillez en parallèle avec le ministère de l'Enseignement supérieur pour travailler sur la question de la formation et de l'accompagnement de l'usage au numérique? Quid également de l'importance de l'ergonomie des solutions numériques, fondamentale pour une belle réussite? Alors là, il y a deux réponses. Sur la première partie, oui, pleinement. Et donc, les fameuses annonces qu'on espère dans pas trop longtemps là, sur la partie innovation, elles incluent évidemment toute la partie formation parce qu'on sent bien qu'en fait, c'est pas que des technos qu'il faut sortir, c'est accompagner tout le monde, accompagner les citoyens, accompagner les professionnels. Donc là, il y a un gros volet. J'ai même mis certains critères là un peu forts dessus pour qu'on garantisse qu'on ait vraiment une bonne partie des gens qui sont formés en fait à ces technologies. Après, donc ça c'est plutôt le côté en fait, c'est porté par le côté innovation. Sur l'autre partie, sur la partie ergonomie, on est conscient que parmi tous les leviers de succès de ce numérique, il y en aura probablement qui seront aussi des facteurs d'ergonomie. Il y en a que je peux citer qui me tiennent à cœur, par exemple. C'est le fait que lorsqu'un document de sortie, par exemple, est fait ou un compte rendu de bio ou de radio, il est validé par le médecin, il n'est pas une action à faire, un bouton, deux boutons à cliquer en plus pour l'envoyer. L'envoi automatique, éventuellement avec une rétention de quelques heures pour pouvoir corriger, ça fait partie de l'ergonomie pour moi. L'intégration, c'est pareil, des informations qui sont disponibles dans le DMP, par exemple, qui n'est pas une, deux, trois, quatre, cinq actions, juste pour avoir l'information de est-ce que le patient il a un compte rendu bio qui est disponible ou un compte rendu de sortie. Donc, ça paraît bête, mais c'est des freins sur lesquels on perd énormément de temps en fait. Aujourd'hui, s'il y a 3 clics à faire en plus, et donc on va aussi travailler là-dessus. Et c'est plutôt, encore une fois, on va essayer de se reposer sur l'écosystème en leur demandant c'est quoi, vous, les leviers que vous avez identifiés qui vous permettront de travailler plus vite demain. Merci. Ensuite, quid du volet santé mentale, le parent pauvre de la médecine? Y aura-t-il un budget spécifique dédié et des actions propres à ce secteur? Sur le volet santé mentale, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Le volet médico-social doit être élargi dans sa plus grande acception. Et sur le volet de santé mentale, sur ce sujet-là, en fait, on est en interaction actuellement pour définir vraiment une feuille de route spécifique qui sera intégrée dans ces volets-là. Merci. Après, la portabilité des data est attendue par les usagers et les professionnels de ville et des structures. Cette portabilité ne doit-elle pas faire l'objet d'une norme opposable aux industriels et dans quel délai? Quelle est la feuille de route sur ce point? Alors, la réponse courte, c'est oui, et elle existe partiellement sur un certain nombre de ces données. Sur d'autres, elle n'existe pas encore. Ce qu'on va essayer de faire, nous, c'est de donner de la visibilité. Moi, j'appelle ça la forward guidance, c'est ce que fait les banques centrales, mais ils essayent de donner à l'écosystème des informations très en avance sur ce qui va se passer. Et donc là, on va aller vers plus d'opposabilité, mais aussi plus de communication en amont pour dire, je sais pas, les examens d'imagerie, par exemple. Aujourd'hui, il n'y a aucun référentiel là-dessus. Demain, à l'horizon de 2 ans, 3 ans, voilà le format qui sera utilisé, voilà comment on va faire les échanges. Et puis, on a parlé du groupe sanguin tout à l'heure ou de ce genre d'informations. Peut-être ça sera l'année d'après, etc. Donc, il va falloir qu'on le construise avec le temps. Parce qu'on ne peut pas du jour au lendemain rendre 100% des données interopérables et ces référentiels opposables. Mais par contre, ce qu'on pense qui est important, c'est de donner de la visibilité pour accompagner les acteurs de terrain, les éditeurs. On parle beaucoup dans ces transformations digitales et votre accompagnement des acteurs de soins, de prise en charge, de données de diagnostic. Quelle attention est portée sur la prévention et la promotion de la santé dans cette accélération numérique que vous portez et encouragez? Bon, je prends. Tu veux prendre, Dominique? Vas-y, je t'en prie. Ouais, moi j'ai une conviction qui est assez forte en fait, c'est qu'on est au tout début d'une transformation du financement de notre système, notamment avec beaucoup plus de financement sur la prévention. On est au tout début, ça va arriver avec le temps, et que cette prévention, elle va aussi fonctionner sur la base de données des patients. C'est-à-dire la prévention, moi, avec mes mots à moi, c'est
c'est plus le patient qui va vers son médecin ou vers le système de santé, c'est le système de santé qui vient vers lui en avance de phase avant que ça devienne trop critique. Pour que le système vienne vers lui, en fait, il faut qu'on ait des données sur lui, que ce soit des données qui sont issues d'objets connectés, qui sont issues de son dossier patient, qui sont issues éventuellement de formulaires. Et donc, moi, je suis à peu près certain qu'en déployant le numérique, comme on souhaite le faire à travers le Ségur, on est en train de poser les jalons pour demain pouvoir vraiment mettre l'accent sur cette dimension. Oui, et puis pour compléter ce que dit Olivier, ce qu'on est en train d'essayer de faire, nous, c'est de mettre en place les systèmes d'information avec l'ensemble des acteurs qui construisent les outils pour que ces outils soient cohérents dans un but de prévention. Si on crée et si on ouvre un espace numérique de santé pour chaque citoyen français au début 2022, avec la possibilité qu'il y ait un store d'applications à destination du citoyen français dans un cadre sécurisé, accessible, dont l'éthique est garantie par les pouvoirs publics, c'est notamment pour qu'il y ait des outils de prévention. Et tant qu'on n'a pas un système d'information cohérent, on peut faire de la prévention ou développer des outils numériques de prévention en silo, mais on continuera de fragmenter notre système de santé. Donc nous, notre responsabilité, c'est d'impulser un mouvement pour que les outils numériques socles pour les outils de prévention, que ce soit du côté du professionnel ou que ce soit du côté du citoyen, ils soient cohérents pour qu'ensuite la valeur ajoutée puisse être développée par les acteurs de terrain. Mais tant qu'on n'a pas réglé nos fondations numériques en France et que tout le monde ne les applique pas, on n'arrivera jamais à avoir des outils cohérents, notamment pour la prévention. Merci. Autre question. Quel rattrapage ou quelles innovations sont envisagées pour les services et usages entre le secteur sanitaire et le secteur pénitentiaire? Ce que je crois savoir, mais bon, comment dire, c'est en cours d'instruction, c'est que, comme on vous l'a expliqué, dans le cadre des appels à projets d'innovation, dans la feuille de route, ça s'appelait les appels à projets structure 3.0. Il y a plusieurs dispositifs qui ont été qui peuvent candidater pour bénéficier de ces financements autour de l'innovation. Et je sais qu'il y a des projets qui ont été présentés, qui ont été travaillés justement dans le cadre d'outils numériques pour le secteur pénitentiaire. Donc, dans le cadre de ces innovations pour défricher des parcours particuliers, je sais qu'il y a des dossiers, des projets qui ont candidaté à ces appels à projets nationaux. Les logiciels apps de service à la personne pour faciliter le maintien à domicile, utilisés surtout par les aidants, mais aussi les libéraux, sont-ils concernés par les mesures annoncées favorisant leur déploiement? Il y a un gros sujet de savoir si on est capable d'adresser le domicile avec le Ségur. En fait, c'est une question récurrente. Donc, il y a une partie de la réponse qui va être dans toutes les structures d'aide à domicile, SIAD, SAD, HAD, etc., où là, on rentre dans le cadre de sujets qui peuvent être intégrés dans le Ségur. Les outils ou les plateformes territoriales de domotique, des outils particuliers pour les aidants familiaux, à date, ça ne fait pas partie des objectifs prioritaires du Ségur. Pensez-vous que le DMP a prévu une roadmap de refonte dans un délai parallèle au vôtre? Alors oui, mais encore, le diable, c'est toujours dans les détails. Hein. C'est-à-dire que le DMP tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est un repository de documents. Il est en train d'évoluer sans trahir de secret, en conservant ce repository de documents, mais en ayant deux autres repositories à côté. Un qui viendra structurer l'historique de remboursement, qui est aujourd'hui fourni sous la forme d'un document PDF et qui demain sera codé en fait sous la forme de données structurées. Et tout un repository qui permettra d'encoder l'ensemble de toutes les autres données qui seront structurées. On a parlé des groupes sanguins, la biologie, les examens d'imagerie qui seront en fait pas stockés mais qui seront référencés. On peut imaginer les nombres de pas sur son téléphone portable, on peut imaginer sa taille, son poids, bref, tout ce type de données sont prévues. Et en fait, ce qu'on anticipe, ce qu'on est en train de prévoir là, c'est finalement un repos qui est flexible et qui n'est pas juste pour le poids ou juste pour le groupe sanguin ou juste pour un vaccin, mais qui est capable de s'adapter à toutes les autres données qui ne sont pas du texte. Voilà.
Le financement de la convergence SI des GHT est-il inclus dans le Ségur de la santé? Tu prends? Bon, en tout cas, il y a une partie en fait des financements qui soutiendra, on va dire, les mesures qui avaient déjà été lancées, hôpital numérique, e-parcours, convergence DSI et GHT, mais ça ne sera pas la grosse part du Ségur, hein. La grosse part du Ségur, on vous l'a dit, c'est du déploiement industrialisé dans les SI GHT ou dans les SI hospitaliers ou dans les SI de ville des briques socles et des cas d'usage dont on a parlé. Donc, oui, il y aura une partie de l'enveloppe qui sera d'ailleurs pilotée par la DGOS sur la convergence des SI-GHT, mais non, ce ne sera pas le sujet prioritaire qui prendra les 2/3 des financements de Ségur. Alors, auriez-vous des précisions sur comment, en rattrapant le retard sur le numérique, ne pas prendre du retard sur l'IA? Autrement dit, les données et ces interconnexions sont-elles pensées algo IA par design? Ne faut-il pas profiter pour partir d'une bonne base IA, entre parenthèses, prédiction, pardon, d'une bonne base IA compatible, l'IA aujourd'hui n'étant plus sur le volet innovation en Chine et aux États-Unis? Alors, je la prends celle-là. C'est marrant, il y a pas mal de questions IA. Je ne sais pas si c'est un hasard ou pas. Moi, je suis assez convaincu qu'en fait, faire que ces IA, ça marche, vraiment, ça reposera sur ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Que ce soit pour la collection de données, et ce n'est pas l'objectif du Ségur, mais un jour ou l'autre, on sera content qu'on ait des données qui soient mieux structurées, qui circulent librement, mais surtout pour la livraison des services, donc la livraison de ces algorithmes. En fait, ce qu'il faut standardiser, moi je suis ancien éditeur d'une société qui livrait ce type d'algorithme. Et en fait, quand vous livrez un algo, à la fin, ce que vous spécifiez, c'est les données. Donc, vous spécifiez les données qui rentrent dans votre algo et vous spécifiez les données qui sortent. Donc là, on travaille sur la base, mais il n'y a aucun grand pays au monde qui a réussi à vraiment rendre interopérables ces données basiques, hein. La biologie, l'imagerie, ça paraît basique. Aucun pays à l'échelle de 60 millions de personnes n'a un dossier qui est rempli de ce genre de données et n'a ces données qui circulent librement dans le pays. Donc, c'est un énorme enjeu. Énorme enjeu. Et demain, si ça marche, on sera en capacité de livrer des résultats issus de l'intelligence artificielle sur la base de ces connecteurs. Donc, je ne pense pas que c'est antinomique du tout, bien au contraire. En fait, construire les fondations sur la partie données, sur la partie interopérabilité, sur la partie sécurité, sur la partie confiance, parce que je pense que ça fait partie de l'équation aussi, c'est développer l'intelligence artificielle d'aujourd'hui et de demain. En fait, elle se repose dessus. Merci. Comment est prise en compte la voix de l'usager et son adhésion dans l'adoption du système? Oui, depuis le départ, en fait, on a travaillé et on a mis en œuvre ce qu'on appelle les ateliers citoyens un peu partout en France, où on a travaillé sur la totalité même des briques techniques, et c'était quelquefois aride, pour recueillir les avis, les recommandations, les risques identifiés par les citoyens. On a travaillé bien sûr avec des associations de patients, mais pas que. On est allé sur plein de territoires. On a fait des études qualitatives, des études quantitatives. On a fait des ateliers de co-construction sur la totalité des briques techniques et notamment évidemment l'espace numérique de santé, puisque lui-même, il doit être à disposition de l'usager. Et en gros, la totalité de ce travail qu'on mène depuis pratiquement 18 mois sera restituée dans le cadre d'un rapport et d'assises citoyennes du numérique en santé, où seront mis à l'honneur en fait uniquement les citoyens et qui vont restituer le résultat de leurs travaux, de leur vision des choses et de leurs attentes par rapport au numérique en santé, avec des précisions très claires et très, on va dire, pragmatiques et très terrain sur ce qu'ils souhaitent précisément en termes d'outils. Et donc ça, je crois que c'est prévu, la date exacte, Elodie, je ne l'ai plus trop en tête, mais c'est le 19 novembre, je crois. 29, je crois. Bon, bref, fin novembre. Fin novembre. Voilà, fin novembre. Donc, tout sera communiqué, rendu public, c'est-à-dire vraiment la voix de ce qu'attendent les citoyens, ce qu'ils veulent pas, de façon très précise. Je vous ai mis dans le chat le lien de la page sur les ateliers citoyens et sur la colonne de droite, vous avez le rapport complet si vous voulez un peu de lecture. Alors, autre question. À qui s'adresser pour des projets d'accompagnement des usages dans les soins de ville? Les petites structures ESMS, le relais ville-hôpital, autres.
suis pas sûr de bien comprendre en fait la question. Redis, Elodie, pardon. À qui s'adresser? Pour des projets d'accompagnement des usages dans les soins de ville. En fait, l'accompagnement, enfin, la question est très très large. Donc, il y a d'abord l'ARS qui souvent est le premier interlocuteur dans un territoire pour voir les possibilités d'accompagnement d'usage numérique dans ce type de structure. L'ARS elle-même peut guider pour opérer des appels d'offres régionaux ou nationaux. Et sinon, ben, c'est suivre sur ce qui se passe au niveau de isanté.gouv.fr dans tous les appels d'offres nationaux, puisqu'il y en a certains qui sont consacrés à la ville, aux soins de ville, aux petites structures sur les territoires. Donc, je ne peux pas dire comme ça sur une question aussi large si c'est éligible ou pas, mais en tout cas, c'est comme ça qu'il faut se renseigner. Et allez voir Genius. Connectez-vous demain à 17h pour le lancement de Genius. J'en profite, je fais de la pub. Ensuite, les thématiques des appels à projets sont-elles ouvertes ou orientées? Alors, que ce soit dans le secteur médico-social, où il y aura beaucoup d'appels à projets, ou sur le côté plus sanitaire, où on va certainement pas parler d'appels à projets, vous l'avez compris, mais plus probablement de choses qui ressemblent à des appels ouverts, des appels d'offres. Encore une fois, ça reste à cadrer d'un point de vue juridique. Elles seront assez orientées et même très orientées sur les fondations techniques qui seront nécessaires pour être éligibles à ces appels. Oui, en revanche, sur tous les appels d'offres innovation, ce qu'on appelle les appels à projets 3.0, en fait, il y a des thématiques larges, mais là, on laissera une part de créativité. On peut être aussi surpris par les projets qui vont être proposés. Donc, vous avez compris, il y aura des appels à projets assez structurés, voilà, pour faire avancer et obtenir des résultats. Donc, de prendre la main sur vraiment des préconisations fortes et puis des appels d'offres autour de l'innovation où là, ça sera bien plus large. En fait. Merci. Alors, il y a encore des questions dans le chat, mais il ne va pas falloir qu'on tarde à conclure ce webinaire. Il y a encore un sujet IA, Olivier. Est-il abordé dans l'IA l'accès et l'usage des data du corpus par là où les sociétés savantes en vue d'analyse, de recherche clinique, d'épidémiologie, etc. Alors, ça fait partie de réflexion et ça ne fait pas partie des mesures du Ségur. Donc, c'est des choses qu'on réfléchit actuellement, mais le Ségur, c'est vraiment les soins courants et la partie qui est détaillée là, accès aux données pour d'autres usages que la santé, donc plutôt pour des aspects épidémiologiques, recherche, etc. C'est partie d'une réflexion qui n'est pas encore aujourd'hui aboutie. Et allez, les deux dernières questions. Il y a eu au final peu de téléchargements de Stop Covid, pourtant dans une crise sanitaire majeure. Est-ce un problème d'usage? Et pensez-vous que l'extension de tous ces outils numériques, DMP, etc., aura plus de succès auprès de nos concitoyens? Bon, sur le sujet Stop Covid, voilà, on est vraiment en train d'y travailler. Il y aura prochainement des annonces d'orientation sur les sujets, sur les outils numériques et Covid portés par le gouvernement qui seront faites par les ministres prochainement. Donc, je ne veux pas déflorer les sujets. Stop Covid ou DMP, on sent en fait qu'il y a deux enjeux majeurs. Le premier enjeu, c'est de faire des outils qui correspondent à des besoins d'usage, qui soient ergonomiques, qui soient intelligents, qui soient sécurisés, etc. Mais il y a aussi un sujet d'appropriation collective. On sent qu'on est dans une phase en France où le numérique, c'est assez récent que ça vienne au cœur de chaque réflexion. Est-ce qu'il faut avoir un numérique souverain en France? Est-ce que c'est bien d'aller sur Google? Mais je l'utilise quand même. Est-ce que je voudrais que mes données soient sur Facebook? Est-ce que c'est bien d'utiliser Gmail pour envoyer des données de santé, etc.? Ou est-ce que j'ai plus confiance dans l'État? Oui, mais j'ai pas vraiment confiance dans l'État, etc. On sent qu'on commence à rentrer dans un niveau de maturation classique, donc de débat citoyen autour du numérique en santé. Ma conviction profonde, c'est que les Français, qui est pourtant un peuple qui est plutôt frondeur, voilà, et qui aime pas trop qu'on lui dicte ce qu'il doit faire, je suis persuadé que les Français comprendront que si on ne se mobilise pas pour construire nous-mêmes nos propres plateformes numériques souveraines et citoyennes, si on ne le fait pas nous, d'autres le feront à notre place, comme les GAFA. Et ça, franchement, c'est ce que je veux pas pour mon pays. Donc moi, mon pari depuis le départ, c'est que progressivement, et je pense dans les prochains mois et prochaines années, il y aura une bascule
dans la compréhension et dans l'appréhension de ces sujets-là par les citoyens français qui diront non, c'est pas plus possible, on doit se mobiliser pour être souverain en matière de numérique en santé. Et donc moi, je fais le pari que dans les prochaines années, les Français, ils adhéreront à un modèle proposé par les pouvoirs publics qui garantit une forme de citoyenneté et d'éthique en matière de numérique en santé. Merci à tous pour votre présence et pour toutes vos questions. Merci Dominique et merci Olivier et à très bientôt. Merci.